Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture. Je m'excuse par avance si je perds mes mots ou quoi, c'est normal. Je suis je suis pas en arrêt maladie, mais je suis en fin de maladie. Et j'essaie de récupérer les choses, mais du coup je me dis il faut que je fasse une vidéo, sinon je vais pas avancer. J'ai une pile très haute là, et je parle même pas de celle là-bas, bref, ça m'agace. Donc je m'excuse par avance pour ça. Et j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'en ai pas fait. Bref. On va commencer par l'abandon. Plaidoyer pour les humains, j'accuse de ce monsieur, c'est Michel Taine-Foucault. Alors quand j'ai vu la masse critique, en fait, déjà le titre m'intéressait. Et quand j'ai lu la quatrième de couche, je me dis tiens, ça pourrait être intéressant. On vous parle quand même de l'africanité. En fait, il a écrit des chroniques sur l'humanisme, le respect de l'autre, les droits de l'homme, les envers, despotisme. Bref, j'ai pas envie de. Et en fait, le premier chapitre, je me suis dit, tiens, on va rentrer dans le vif du sujet sur la guerre, ses impacts, ce qui s'y passe. Ça dure 2-3 pages. Il va droit, franchement, vraiment, droit au but. Moi, ça me va très bien. Je me dis, au moins, t'es prévenu. Sauf que le chapitre suivant, enfin, à partir de là, il nous parle de ses voyages. Il a voyagé en France, en Suisse, en Italie. Je crois qu'il y a l'Italie, j'ai un doute sur l'Italie, mais. Enfin, de ce que j'ai lu, parce que j'ai pas tout lu. Et à Bruxelles. Et en fait, je m'attends à ce qu'il y ait des rencontres avec d'autres personnes d'origine africaine. Et je crois qu'en 30 pages, il y en a une ou deux. Ouais, un truc comme ça. Et sur celle qu'il y a avec celle dont je me souviens, en fait, je l'ai trouvé tellement dur, ce monsieur. Il rappelle un monsieur d'origine camerounaise. Grosso modo, t'oublies un peu ce qui se passe au Cameroun. Le gars, il essaie d'être heureux, enfin, t'es pas obligé de lui bousiller sa journée. Lui, il était heureux, il voulait t'inviter à une fête, à manger. Et toi, tu lui réponds, t'as pensé à ton pays? Il vient en France. Après, je dis pas, enfin, moi, je suis pas dans cette situation, donc je pense pas pouvoir comprendre complètement, mais j'ai une amie originaire du Cameroun, justement, si elle regarde. Je te fais des bisous. J'aimerais bien avoir ton avis sur la question, d'ailleurs. Je sais pas. Je sais que là, concernant, enfin, parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais je sais qu'elle pensait à sa famille, donc qui est restée au Cameroun, justement. Et je sais qu'elle est très proche de sa famille. Maintenant, est-ce que quand on change de pays pour avoir une meilleure vie, est-ce qu'on oublie totalement son pays, ce qui s'y passe? Non, je pense pas du tout. Je pense que c'est impossible. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de s'interdire d'être heureux sous prétexte que dans son pays d'origine, il se passe des choses plus ou moins graves? Je sais pas trop ce qui s'y passe exactement, donc je peux pas le dire. Mais non, je pense pas. Je pense pas du tout. Moi, je connais pas trop le Cameroun, honnêtement, même si, oui, j'ai une amie originaire du Cameroun qui m'a montré des vidéos, des photos de là-bas. Je sais qu'elle m'a montré plein de trucs. Mais je pense que tant qu'on n'y est pas, on peut pas comprendre. On peut pas le... Tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas comprendre. Maintenant, ce monsieur, honnêtement, je l'ai pas trouvé hyper sympathique. Je suis pas tendre avec les gens comme ça qui ont tendance à vouloir démoraliser les autres, en fait. Et en plus de ça, on est censé nous parler de l'africanité. Tu ne parles pas de la femme d'un mec qui est originaire du Vietnam pendant un chapitre entier, ni de gens qui t'invitent à dîner qui sont pas du tout originaires d'Afrique apparemment. Je veux dire, j'en ai rien à foutre de tes dîners, de tes voyages, je veux que tu me parles de l'africanité. C'est un peu pour ça que j'ai abandonné. Parce que le thème est quasiment pas abordé pour moi. Enfin, après, plus loin, apparemment, c'est abordé, mais sans plus. Et il y a eu un passage où je me dis, ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet. Il nous parle d'une fille qu'il a connue au Cameroun. Du coup, ça me donne une idée de ce qu'est le Cameroun, du pouvoir politique en place, de ce qui s'y passe aussi.
de l'impact que ça peut avoir sur des gens, justement. Je me dis, ça y est, là, tu es dans le vif du sujet. En fait, je pense que ce livre avait besoin d'un travail de relecture, de correction, et surtout d'aller vraiment dans le vif du sujet, où tu mets pas du tout un résumé pareil, en disant, c'est des chroniques, avec pourcent d'intérêt, l'africanité, et que t'en parles une page tous les 10 pages. Enfin, moi, sur ces voyages, je m'en fous, royal. Mais franchement, je veux juste que tu me parles de ce que tu me promets. Et en plus, enfin, je veux dire, un mec qui passe son temps à faire un peu la morale aux autres personnes d'origine africaine, et qui passe autant de temps à voyager, mais je me dis, ce monsieur, à mon avis, il manque pas de grand chose. Je suis désolée d'être aussi dure, mais j'aime pas ce genre de personnes qui vous bousillent le moral et qui vous font des rappels comme ça. J'en ai croisé une dans ma vie de personnes comme ça, et c'est pas pour rien que je suis comme ça actuellement. C'est des gens qui vous bousillent, qui vous... C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Enfin, moi, c'est mon avis. Après, on a le droit de penser à ce qui se passe ailleurs. Moi, ça m'arrive, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Afrique. Ça m'arrive d'y songer, de me dire dans ces pays-là, ces gens sont malheureux. Mais je me dis raison de plus pour moi être heureuse. C'est totalement égoïste, mais on a cette chance d'être dans un pays en sécurité. On a cette liberté d'expression. Peu importe comment on la trouve, cette liberté d'expression, mais on l'a, la preuve, on a des crétins comme Zemmour qui s'expriment. À partir de ce moment-là, j'estime que la liberté d'expression, elle existe. Bref. Passons. Dickinson. Un volcan silencieux, la vie, lettre d'une solitaire aventureuse, aux éditions de Lorma. Alors il faut savoir que Dickinson, les poèmes que j'ai lus d'elle, je les ai tellement aimés. Je n'ai pas encore acheté de livre de recueil de poésie, mais je les ai tous aimés. Donc je l'ai acheté justement pour ça, pour en savoir un peu plus sur cette dame. Et honnêtement, j'en ai rien retenu. Je vais être très dure encore une fois. Enfin, pas dure parce que là, en l'occurrence, elle a une plume quand même. Il faut admettre ça. Elle a vraiment une plume très élégante. Ce genre de plume que j'adore. Et c'est quelqu'un qui rêvait beaucoup, je pense. Enfin, de ce dont je me souviens vaguement parce que je l'ai lu il y a un petit moment aussi. Et ouais, je sais pas. Et j'ai pas été captivée par la personne. Pas du tout. Honnêtement, c'est une femme brillante, je n'en doute pas un seul instant. J'ai vraiment pas de souvenirs. Je suis vraiment bien. Je suis désolée. Personnellement, voilà, si vous vous intéressez à Emily Dickinson, vous pourriez être... si vous avez lu les poèmes, ça n'a rien à voir. J'ai vraiment pas de souvenirs, c'est dingue. J'arrive pas à me souvenir de quoi que ce soit. À part son mentor, à un moment donné, limite elle l'appelle Dieu, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus trop. Son maître, voilà, son maître. À part ce passage-là qui était un peu fascinant, après à sa famille, ouais. Elle discute beaucoup avec sa famille. Je sais pas, c'était une grande romantique. Hein. À fond sur tout ce qui est relation amoureuse. À fond, à fond. Peut-être pour ça aussi que ça m'a pas transcendé, on va dire. Tu mis là, toi? Mais tu restes là. L'enfant attribué de David Marousek aux éditions Le Bélial. Première fois que j'en lis un, je suis pas sûre d'avoir commencé par le bon. Il est bon, c'est un bon livre, attention, je ne le nie pas. C'est juste que la SF et moi, je débute en SF. Donc je pense c'est un bon format pour commencer. Déjà, je vous le dis. Après, j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux, c'est peut-être ça qu'il y a. Mais après, c'est une très bonne critique de la société. On est en 2092, et en fait, le pays étant le monde étant surpeuplé, et étant donné qu'il y a des traitements anti-vieillissement qui permettent aux gens de vivre beaucoup plus longtemps. À un moment, il y a un personnage qu'on croise qui a, je crois, 150 ans, peut-être plus, je sais plus. J'ai lu un petit moment. Et en fait, du coup, avoir un enfant est devenu un luxe puisque ce n'est plus autorisé. Enfin, on ne peut pas en avoir sans autorisation et on ne les fait pas de manière naturelle. Et en fait, il y a un couple là dans l'histoire qui va en avoir un, qui va avoir l'autorisation d'en avoir un. Et j'avoue que tout ce qu'il y a dedans, c'est une critique de toute la société actuelle, condensée en si peu de pages, je trouve ça formidable. En plus,
vous pouvez pas dire que vous l'avez pas compris, c'est tellement criant de vérité. Déjà, les nouvelles technologies, il y en a tellement dedans que ça rend les gens très solitaires, très individualistes. Ils parlent à eux-mêmes finalement parce qu'en fait, c'est des entités qui sont créées. Enfin, ils ont une puce dans la tête avec laquelle ils parlent et la personne, enfin, l'entité avec laquelle ils parlent, c'est une entité créée à leur image ou comme ils ont voulu en fait, avec des caractéristiques précises. Du coup, déjà, déjà, ça fait un peu peur, ça veut dire que ton seul ami, en fait, il n'existe pas réellement. Il n'est pas vivant en tant que tel. Euh, il parle aussi justement de la critique aussi de l'apparence, de paraître toujours jeune, l'éternel, l'immortalité, tous ces trucs à con là. Et la surpopulation, bah, on en parle un peu. Moins maintenant, mais à une période on commence à en parler sérieusement. Ça aussi, bah forcément, le principe de l'enfant en question. Sauf que bah, les nouvelles technologies ils peuvent avoir des bugs. Et en l'occurrence, il va y en avoir un là dans cette histoire qui va avoir un impact énorme sur le reste de l'histoire. Et j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré. J'ai bien aimé, mais en fait, je suis pas habituée à ce genre. Je pense sincèrement que c'est ça le problème. Et justement, à partir de ce bug, il va se passer tellement de choses. J'ai d'ailleurs les contrôles qu'ils font sur les personnes, parce qu'en fait, il y a des contrôles faits inopinément sur la population pour vérifier qu'ils sont pas recherchés, qu'ils sont pas qui respectent les protocoles, les règles, et toutes les lois, etc. Ben, c'est violent. Enfin, si vous êtes conforme, ça va, mais si vous n'êtes pas conforme, c'est très très violent. L'auteur, il va pas par quatre chemins. Il va donner... What? Mais je sais pas, j'ai une sensation bizarre en fait. En le terminant, j'ai bien aimé l'aspect critique, très franchement. C'est un condensé de tout. Et... Je sais pas. Je sais pas. Il m'a laissé une impression très étrange, ce livre. Je sais même pas comment faire un résumé parce que je sais pas quoi dire en fait. Bref. Je vous ai dit, cette vidéo va être complètement à l'arrache. Hein. À l'arrache dans ma tête. Héros de l'Olympe, le tome 3, la marque d'Athéna de Rick Riordan. Oui, ça fait très longtemps que c'est sorti. Ça fait très longtemps que j'en ai pas lu. Et mon dieu, quel bonheur de retrouver les personnages. Oh mon dieu. Je vous assure, ils m'avaient tous manqué. Percy, Annabeth. Et puis bah, les nouveaux, parce qu'il y a des nouveaux, hein, on va pas se le cacher. Il y en a que j'aime beaucoup. Piper. Mais c'est pas Piper, c'est Léo, voilà. Léo, je l'adore. Il me touche beaucoup. Je sais pas. Bref, je vais pas trop en dire du coup pour ceux qui auraient pas encore, qui seraient pas encore arrivés là. Mais grosso modo, ils doivent arrêter Gaïa, je pense que c'est Gaïa. Je sais plus. Enfin bref, un nouveau monstre. Enfin bref. Ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est Gaïa. Ils doivent l'arrêter et là ils partent en mission à 7 et il va se passer plein de choses évidemment. Il y a toujours ce côté humoristique qui me fait profondément rire où Rick Riordan arrive à mélanger les dieux avec des trucs totalement, enfin ouais actuels, on peut dire actuels quand même, avec des choses de notre monde moderne, etc. Et ça parfois à mourir de rire. C'est enfin, le truc de l'aquarium, il fallait y penser. Le mec est d'une créativité. Quand on pense qu'il a commencé par écrire en fait à la base pour son fils dyslexique, je trouve ça formidable. J'adore, j'adore. J'ai pas encore... Alors j'ai la suite, j'ai pas encore tout lu. J'ai arrêté d'acheter les tomes suivants parce que j'ai dit tant que t'avanceras pas, stop. Parce qu'après il y a d'autres sagas. Il y en a une avec Apollon, il y en a une sur la mythologie nordique. Ça j'ai acheté le tome 1 parce que franchement, la mythologie nordique j'adore. Bref, c'est vraiment le genre de saga qu'on lit surtout pour le plaisir de retrouver les personnages et en sachant pertinemment qu'il y a des passages où on va rigoler, il y en a d'autres qui vont être plus tendus. J'avoue que pas sympa d'avoir mis le passage avec les araignées parce que moi je déteste ces bestioles. Je suis plus phobique, plus comme avant en tout cas. En même temps quand on vit seul on n'a pas le choix, il faut affronter ses phobies. Quand on voit une grosse araignée ainsi sur sa porte en rentrant, on fait un mouvement de recul en disant maman mais ta mère est pas là, donc tu prends la pantoufle et la chaussure, parce qu'en l'occurrence j'ai retiré ma chaussure. Ma voisine a dû se dire mais elle est en train de tuer qui là.
Bref, j'ai lu le tome 1 de Camden aux éditions du Petit Caveau de Pauline Andréani. Alors, pour être franche, aussi fin et à ce prix-là, j'avoue que ça fait cher. Moi, je l'ai eu d'occasion. Après, on va me dire, oui, mais regarde, les illustrations sont sublimes, je le reconnais. Alors ensuite, Humphrey, un mec qui travaille dans un endroit un peu... Enfin, c'est un bar-café, il y a des jeux pour des gens pas très... voilà. Et en fait, un homme va rentrer et va vouloir lui parler et il va se faire jeter. Et en fait, il sait pas pourquoi Humphrey, mais il va protéger ce jeune homme. Et du coup, il va se faire virer. Et de là, bah, il va se retrouver, malgré lui, à travailler avec ce monsieur. Que je retrouve pas son nom, à ce monsieur. Ben alors, il est où? Bref, il va travailler avec lui. Et ce monsieur se trouve qu'il est médium et il va aller enquêter sur la disparition d'un enfant. Et honnêtement, c'était sympa. Pas le truc de l'année, soyons honnêtes, mais sympa. Je trouve que ça change un peu ce genre d'histoire où on parle plutôt justement de ces gens qui, avec des personnages qui justement ont cette capacité à pouvoir comment on va dire ça, pouvoir détecter l'avenir ou ce genre de choses sans vous voyez l'idée. Désolée, je perds mes mots, il commence à faire chaud là, ça y est. Moi ça va pas le faire, c'est pas grave. Donc tout ça pour dire que c'était une chouette lecture. De là acheter la suite, je suis pas sûre. Honnêtement, je suis pas sûre. Même si j'adore le... Bah c'est Camden, c'est marqué dessus, putain. Le nom du personnage est marqué sur la couverture. La meuf, elle calcule pas. Donc Camden, voilà. J'aime beaucoup ce personnage. Il y a son frère qui apparaît dedans aussi. Ça peut paraître un peu cliché sur certains aspects, ça m'a pas dérangé outre mesure. Mais ça m'a rappelé des choses que j'ai déjà lues. Mais je ne sais plus quoi. Mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, pas le truc de l'année comme j'ai dit, mais c'était sympa. Ensuite, Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Ce livre que j'ai commencé, stoppé, recommencé, restoppé, parce qu'à chaque fois il y arrivait des services presse. Là, ça y est, je l'ai lu. Donc, vous connaissez tous ce roman, je pense. On suit Violette Toussaint, qui est garde cimetière dans une ville de Bourgogne. Et en fait, c'est une femme adorable. Mais qu'est-ce que je l'ai aimée. Elle est d'une bienveillance, elle dégage quelque chose, une sorte de charisme, mais très subtil, juste comme il faut. J'adore l'idée qu'elle mette une robe de couleur et au-dessus une robe noire, enfin dans des couleurs plus ternes, par respect pour le deuil des autres. Chez elle, elle accueille tout le monde. Les gens sont les bienvenus s'ils veulent parler. Elle tient des cahiers avec les dates de décès, les cérémonies, ce qui a été prononcé. J'ai adoré ça, j'ai dit mais cette dame est juste incroyable. Et en fait, un jour, il va y avoir un policier qui va venir la voir pour l'expliquer, enfin, par rapport à sa mère qui est décédée, qui va à tout prix se faire enterrer dans la même tombe qu'un autre, par un autre monsieur. Sauf qu'il comprend pas pourquoi. De là va s'en suivre plein d'événements, avec des moments où on part dans le passé de Violette, ou dans celui de la mère de ce monsieur. On découvre plein de choses. Et on se rend compte, en fait c'est que des moments de vie, c'est la vie dans tous ses états en fait. Ce livre, pour résumer c'est ça. C'est une rencontre va changer un destin, un événement malheureux peut changer aussi les choses. Le mari de Violette, je l'ai pas du tout aimé jusqu'à la fin. À un moment donné je me dis mais en fait on l'a pas compris ce personnage. On l'a pas compris du tout. Et je trouve ça bien que Valérie Perrin ait fait ça. Justement parce qu'en plus on n'est pas toujours très sympa avec les hommes et là en l'occurrence ce monsieur là je l'ai vraiment pas aimé. Et puis à la fin on se dit mais en fait il m'a profondément rappelé quelqu'un que je connais. Par rapport au fait qu'il s'exprime pas, justement, il n'exprime rien et je me dis ça me rappelle tellement quelqu'un, je lui ferais lire le bouquin s'il lisait, mais il lit pas, il lit plus. Mais
Ouais, il y a des choses comme ça. Et en plus, tous les débuts de chapitres, c'est des extraits de chansons. Et il y en a un, quand je l'ai vu, j'ai fait Je connais, c'est Damien 16. Voilà, je connais toutes les chansons de Damien 16 quasiment. Donc, voilà. Euh, Bref, j'ai beaucoup aimé. C'est tellement beau, et je savais pas que c'est elle qui avait écrit Oublié du dimanche, mais j'aimerais bien en lire un autre d'elle. Donc si quelqu'un en a un à me conseiller ou me dire au moins s'il y en a un qui est mieux que les autres, je sais pas. Bref, je suis là. J'en dirai pas plus, j'ai pas envie d'en dire plus. J'adore. Et comme quoi le monde est petit aussi par rapport à ça. J'en dirai pas plus non plus. Un service presse, le choix de l'horloge de Alex Ferder, c'est de l'auto-édition. En fait, c'est dans le cadre de Book en Stock, du mois consacré à cette merveilleuse autrice que je découvre de plein de manières, par son roman et justement par l'interview qui a lieu sur Book en Stock. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ici, on suit. Comment elle s'appelle cette jeune demoiselle? Non, c'est pas Poisse. Elle est très poissarde cette héroïne, mais Taline, voilà. Taline est une jeune femme poissarde qui est une acrobate et qui est aussi qui en fait détruit tout ce qui touche au métal en fait. Tout ce qui est métal, elle le détruit rien qu'au toucher. Sauf qu'un jour, comme elle est poissarde, elle va attraper la pièce d'un lanceur. Les lanceurs sont des personnes qui font un peu flipper tout le monde parce qu'en fait, c'est des pièces, ils ont une pièce qui choisit à leur place s'il faut ou non se protéger, défendre quelqu'un, ou tuer quelqu'un, ou embrasser quelqu'un, enfin pour tout en fait. À partir du moment où vous posez la question, la pièce va décider. Et sauf que suite à une bagarre, on va dire, le lanceur va faire tomber sa pièce, enfin la pièce est en plein vol, et elle tend la main pour la rattraper par réflexe, et elle attrape la pièce. La pièce s'enfonce dans sa main. À partir de ce moment-là, son destin est lié au lanceur. Ça me fait rire, désolé. Je devrais pas rire. Et en fait, ce lanceur en question, bah, il n'aura pas d'autre choix que de la garder avec elle. Matège. Il s'appelle Matège. Et en fait, les deux ont un caractère épouvantable. Mais épouvantable. Ils ont un caractère de merde. Alors imaginez deux personnes comme ça qui se rencontrent et ça fait des étincelles. Les répliques sont juste à mourir de rire. Rien que pour ça, il faut le lire. Après, l'histoire en elle-même est hyper intéressante. Sincèrement. Vous avez deux personnages hauts en couleur, avec une histoire hyper intéressante où on découvre plein de choses, on apprend plein de choses. Et à la fin, j'étais en mode je veux la suite. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Il y a d'autres personnages qui interviennent qui sont aussi... Alors, il y a une femme qui intervient qui est très calme, très posée, toujours le sourire aux lèvres. Et il y a deux larrons. J'espère qu'on va les voir plus souvent parce qu'ils me font profondément rire. Ils sont là à assister aux joutes verbales entre Matège et Taline et ils en rajoutent derrière en fait. Du coup, nous on peut que rigoler. Après, ça n'empêche que les moments importants, ils savent être sérieux. J'aime bien l'univers qu'elle a créé et je pense que on n'a pas encore tout vu. Franchement pas. Je sais qu'elle a écrit une autre saga autour des 5 sens et ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup aussi. Donc je pense que cette autrice, j'ai m'y intéresser de très près. Et si vous adorez ce type d'humour, sachez que l'autrice en interview, elle est comme dans le livre en fait. Elle est incroyablement drôle, elle a beaucoup d'autodérision et elle est fun quoi. Franchement elle est fun, je l'ai adorée. Voilà. Merci les filles de Book en Stock, vous avez une très bonne idée. Portrait détaillé de Lucien Fredin aux éditions Les Vents Ternis. C'est la première fois que j'en viens de chez eux. Mais ça n'a aucun intérêt que je vous montre ça. Je peux pas vous montrer ce qu'il y a derrière ça parce que sinon YouTube va le censurer. En fait, on suit Lucien Fredin est un monsieur en fait qui a le même âge que moi. J'ai l'impression qu'il a vécu 1000 vies. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il a vécu 1000 vies en fait en lisant ce livre. Et alors qu'on a le même âge. Et alors en plus, franchement, la grosse surprise en lisant ce livre, j'ai vu le nom de ma ville d'origine plusieurs fois dans le livre. Je vous jure, quand j'ai vu le nom de la ville, j'ai fait « Hey !» Et ben en plus, je tombe pile sur la page. Et comme c'est des personnes qui ont toutes réellement existé, quand j'ai vu les noms, je me suis dit « Si ça tombe, on les connaît !»
J'avoue que c'est... Et puis moi, en plus, avec mon boulot de factrice, justement, je travaille essentiellement dans cette ville-là. Donc j'ai dit, ça tombe, les noms me disent quelque chose. Donc ça tombe, c'est des gens que j'ai croisés, en fait. C'est hallucinant. J'ai appris des trucs, quoi. Bref, Lucien Fradin est un artiste multi-plateforme, on va dire. Et il se trouve qu'en fait, il y a des amis qui ont reçu un carton d'une antiquaire avec plein de petites annonces gays datant de 1984, enfin dans cette année-là en tout cas. Et en fait, comme c'est une époque où pour séduire des homosexuels c'était très compliqué, bah, il passait par Gay International, une revue pour ça. Et en fait, ils ont récupéré du coup ce carton avec l'annonce d'un monsieur et toutes les lettres qui en ont découlé. Enfin, ils n'ont pas tout gardé, mais ils en ont gardé certaines essentielles. Et je trouve ça hyper intéressant de voir l'évolution justement de l'homosexualité et de comment elle est vécue selon les époques. Parce qu'on voit justement l'écart entre en 1984, il fallait tout le temps se cacher, et aujourd'hui où disons que on fait attention, mais on en parle assez pour pour que les gens puissent le vivre au grand jour, quoi. Enfin, j'espère. Je sais qu'il y en a qui le font, donc. Et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'on croise justement le vécu de ce monsieur avec celui de l'artiste, de Lucien Fradin. Il nous parle un peu de comment lui il a traversé cette découverte de l'homosexualité et le reste. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Après c'est très cru, il y a des moments où c'est très cru. Et il y a eu une lettre, je vous jure que je la relirai parce que franchement, elle m'a fait profondément rire. Je riais en la lisant. Je viens de faire un bruit bizarre là. Je sais plus où est-ce qu'elle est, mais je sais que quand je l'ai lu, j'ai explosé de rire. Ma mère elle me regardait en disant mais ça a l'air bien drôle ton livre. Je dis bah jusque-là pas plus drôle que ça, mais là j'avoue que celle-là oui. J'arrive pas à la retrouver. Je sais qu'elle fait plusieurs pages. Elle fait plusieurs pages et je l'ai lu jusqu'au bout et du coup ça... En fait elle est pile au bon moment parce que c'est le moment où on commence à dire oui, enfin, tu as un peu un cycle comme ça dans ton livre. D'un coup il y a cette lettre, mais extraordinaire. J'ai envie de dire mais j'espère monsieur que tu l'as rencontré parce que je veux d'autres lettres. Et non, quelle déception. Bref, voilà, j'ai vraiment apprécié ce livre. On voit tout... En fait, ce que j'aime bien c'est qu'il détruit tous les clichés de l'homosexualité. On a une idée, enfin les gens ont une idée préconçue de ça. Ils ne pensent pas qu'il peut y avoir autant de façons d'aimer en tant qu'homosexuel que comme hétérosexuel. Et il en parle justement. Par le biais de ces lettres, on se rend compte qu'il y a tout type d'hommes. Il y en a qui veulent des relations sérieuses, d'autres pas. Il y a de tout. Et c'est très très bien fait. C'était un spectacle aussi, d'après ce que j'ai vu. Et il est de la... Bref, oui, je viens de le dire, il est de la région. Mais voilà, c'est... Il se bat, en fait, Lucien Fradin se bat pour les minorités LGBT. Donc voilà. Si ça vous intéresse, allez-y, parce que franchement... Alors, le livre est un peu cher, mais c'est du fait main. Alors, on critique pas. Hein. Et le papier est vraiment atypique. J'aime vraiment bien le papier. Franchement, très agréable au toucher. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu, que c'est pas trop long, que j'ai pas été trop chiante, et je vous dis à très bientôt. Salut!